Merci beaucoup Isabelle. Alors ils m'ont demandé de m'asseoir, mais moi je ne peux pas faire de conférence assis, hein, donc je vais rester debout. J'espère que ça ne va pas poser de problème. Bon, je suis absolument ravi d'être avec vous ce matin. Elle en a dit beaucoup plus que ce que je fais, hein, ne croyez pas tout ce qu'elle a dit. Hein, bon. Je ne suis pas le surhomme que j'ai entendu décrire. Hein. Moi, en 2000, je ne savais pas très bien ce que c'était que l'effet de serre. J'étais déjà prof ici depuis pas très longtemps. Et à l'époque, je faisais plutôt de l'économie industrielle. Et j'avais dans mon jeune âge fait de l'agriculture. Voyez, bon. Et donc, je suis arrivé un peu après d'autres hein, dans les questions du climat. Mais en 2003, j'ai à peu près changé toutes mes activités professionnelles, aussi bien mes enseignements, que j'ai basculé vers l'économie du changement climatique, que mes activités de recherche et mes activités professionnelles, puisque j'ai pris en charge à ce moment-là la mission climat de la Caisse des dépôts. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont vraiment interrogé sur les questions climatiques, et notamment les climatologues. Il se trouve que le président du conseil d'orientation de notre chaire est le climatologue Jean Jouzel, avec lequel j'entretiens des liens maintenant d'amitié. Et à force de rencontrer des climatologues, on se dit quand même que si on n'est pas capable d'aborder ces questions de l'avenir de la planète, bon, c'est important hein, de savoir tarifer le prix du kilowattheure sur un réseau électrique, hein, c'est important. Mais quand même, l'avenir de la planète, c'est aussi important. Donc j'essaye, depuis maintenant une quinzaine d'années, dans mon activité professionnelle, et principalement maintenant dans mon activité d'enseignement et de recherche, de générer de l'enseignement et de la recherche de très haute qualité. Parce que j'ai constaté que, bizarrement, quand on parle du climat ou quand on parle de ces questions-là, on a un peu l'impression qu'on peut les traiter comme sur le mode café du commerce. Voyez-vous hein? Chacun a un peu son opinion sur le changement climatique. Et parfois, on voit sur des plateaux de télévision des espèces de débats assez curieux entre des climatologues qui travaillent depuis 40 ans sur le changement climatique et puis un présentateur du bulletin météorologique hein, qui vous dit n'importe quoi sur le... Bon, donc je pense que ces questions sont sérieuses et je pense qu'il est important que notre université se positionne parmi les institutions académiques qui font de la recherche sérieuse. Alors, pas sur les éléments physiques ou chimiques, puisque ce n'est pas dans la panoplie hein, des matières enseignées ici, mais en tout cas dans tous les domaines liés à l'économie, à la gestion et aussi aux mathématiques. Hein. Je crois qu'il est important que notre université produise non pas des vieux chercheurs pré-retraités comme moi, mais surtout des jeunes chercheurs. Et c'est la raison pour laquelle hein, la particularité de notre chaire, je parle pour les autres, hein, nous on est une chaire de jeunes. Et vous verrez à la fin, je parle pour les autres, hein, je dis tout de suite, en gros, la moyenne d'âge de la chaire n'atteint pas la moitié de mon âge, vous voyez. Bon, et je crois que c'est ça, pour moi, qui fait sens dans cette université. Alors, Cécile m'a demandé de partir de la démission de Nicolas Hulot. Et effectivement, la démission... Alors, je vous dis tout de suite que Nicolas Hulot est venu dans cette université il y a un certain nombre d'années. Et il se trouve qu'il avait été... À l'époque, il y avait un gars qui s'appelait Michel Drancourt qui faisait les entretiens de Dauphine, je crois, et il avait invité Hulot. Il n'avait pas de réponse. Il m'avait demandé est-ce que tu pourrais faire quelque chose. On avait fait venir Nicolas Hulot. Bon, c'était très sympathique dans le Grand Amphi. Bon. Et Nicolas est effectivement un type assez étonnant, puisque... il arrive à agir sur différents plans, hein, le plan médiatique, le plan de sa fondation, et puis un engagement politique un peu compliqué à gérer pour lui, et il démissionne. Voilà.
Mais il n'est pas le premier des ministres de l'Environnement à démissionner. Moi, il se trouve que depuis 2006-2007, je vois à peu près tous les ministres de l'Environnement quand ils arrivent, parce qu'ils ne savent pas comment ça marche, les marchés de quotas de CO2. Donc il faut que j'aille leur expliquer les marchés de quotas. Donc j'ai fait Borloo, j'ai fait un certain nombre, j'ai fait Delphine Bateau et tout. Bon. C'est assez fréquent que les ministres de l'Environnement démissionnent. Pourquoi? Eh bien parce que la décision politique, elle est beaucoup prise en fonction des indicateurs économiques de court terme. C'est l'emploi, c'est le chômage, c'est le pouvoir d'achat. Ce sont tous les indicateurs un peu macroéconomiques de court terme qui font la vie d'un gouvernement, voire la mort d'un gouvernement. Hein, bon. Et le ministre de l'écologie, là-dedans, il est toujours un peu en porte-à-faux par rapport à ses collègues. Il est toujours en porte-à-faux parce que très souvent, pas toujours, mais très souvent, quand ça va bien sur le plan économique, eh bien, ça se fait un peu ou beaucoup au détriment de l'écologie. Alors, plutôt qu'un grand discours, je vais vous donner un exemple concret qui est dans le papier que je t'ai envoyé ce matin et qui est paru dans The Conversation, c'est la question du prix du pétrole. Vous voyez que lorsque le prix du pétrole augmente, c'est pas très bon hein, pour l'économie, hein, parce que on ne va pas rentrer dans le détail, hein, mais bon, bref. En gros, le modèle Mésange qui sert au gouvernement pour faire la projection macroéconomique. Je ne bouge pas trop parce qu'ils m'ont dit de ne pas trop bouger. Sinon, d'habitude, je bouge beaucoup plus, mais là, je n'ai pas le droit de bouger. Donc, je suis un peu statique, je n'aime pas beaucoup, mais bon. Alors, le modèle Mésange, qui est le modèle de prévision macroéconomique qui est utilisé par la direction du Trésor, il vous dit que, en gros, un doublement du prix du pétrole, c'est à peu près 1 point de croissance en moins au bout d'un an. Vous voyez, c'est pas une bonne nouvelle, hein, la hausse récente du prix du pétrole pour l'activité à court terme. Pour le militant écologique ou pour l'universitaire qui s'intéresse à l'écologie, moi je ne vois pas du tout ça dans la hausse du prix du pétrole. Je vois que la hausse du prix du pétrole, elle a un effet quand même assez positif sur les émissions de gaz à effet de serre parce qu'on va renchérir le prix du pétrole. Hein, donc on va consommer, on va avoir une incitation à consommer moins de carburant et puis on va avoir une incitation à basculer plus vers des sources d'énergie non renouvelables. Oui. Donc moi je vois l'inverse de ce que voit l'économiste à court terme. Et quand le prix du pétrole est bas, eh bien quand le prix du pétrole est bas, on est tous contents à court terme. Parce que quand on a besoin de sa voiture pour emmener ses enfants au conservatoire le dimanche, le samedi ou le mercredi, non c'est plutôt le mercredi, ou quand on veut partir en vacances, ça coûte moins cher. Mais l'écologie, lui, non, il n'est pas content parce que ça va faire des émissions de CO2. Donc vous voyez que on est en permanence, lorsqu'on est ministre de l'écologie, moi je n'ai jamais été ministre de l'écologie, hein, mais j'en ai approché certains, ou plutôt certains m'ont approché, ou certaines même, on est toujours en porte-à-faux entre la santé économique à court terme et la question d'écologie. Et pourquoi est-ce qu'on a tant de mal à gérer des questions comme le changement climatique? C'est parce que, bien sûr, nos gouvernants portent cette contradiction, mais nous la portons tous dans nos vies courantes. Et quand on est chercheur sur l'économie du climat, peut-être encore plus. Puisque moi, depuis que je me suis mis dans l'économie du climat, j'ai à peu près multiplié par 3 mes transports aériens. Vous voyez ? Et encore, j'en fais nettement moins que j'en faisais il y a 4-5 ans. Si vous voyez. Donc il ne faut pas rejeter la faute sur Pierre, Paul ou Jacques. C'est vraiment une question de système. Alors on va regarder quand même un peu ensemble maintenant que j'ai fait cette introduction un peu longue. 2-3 choses plus appliquées si j'arrive à tourner ce truc qui est voilà comme ça. Qu'est-ce qu'on va regarder ensemble? Eh bien, on va regarder 4 choses. Je bouge un peu, vous me pardonnez au fond. Je ne sais pas comment ils font pour me suivre, mais bon, ils vont me trouver. Hein, l'économie contre le climat. Vous voyez, c'est ça le trade-off. Hein, l'économie versus le climat. L'économie contre le climat. Bon, on va partir de l'actualité. Hein, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Il y a un rapport du GIEC qui est paru hier. On va parler un tout petit peu du rapport qui est sorti hier. Mais ce qui est très frappant,
c'est que alors le GIEC, groupement intergouvernemental des experts sur le climat, une instance, un réseau qui regroupe les sciences du climat, au sens large du terme, parce qu'il y a aussi un bout pour les économistes, qui est créé en 1988. Et bizarrement, il est créé par des chefs d'État assez conservateurs, Madame Thatcher, Monsieur Bush père, moins conservateur que son fils, mais quand même. Et ces gens-là, ils en ont marre que Greenpeace leur parle du climat. Donc ils se disent, bah tiens, si on organisait un réseau scientifique sous l'égide des Nations Unies, bah, ça calmerait peut-être un peu Greenpeace. Ils ont été servis. Mais vous voyez l'origine du truc. C'est très important. La question du climat, comme la question de la couche d'ozone, ce sont des questions qui rentrent dans la vie collective via la science. C'est parce qu'il y a des scientifiques qui ont cherché sur la couche d'ozone et qui ont vu que des gaz CFC que nous rejetions dans cette minuscule pellicule qui est l'atmosphère, que ça détruisait la couche d'ozone, qu'on a mis en place des politiques pour arrêter la destruction de la couche d'ozone. C'est pas Greenpeace qui l'a dit, c'est des scientifiques parce que on est sur des pollutions globales et il n'y a pas le mécanisme social qui existe lorsqu'il y a une pollution locale. Lorsque l'ozone, il y a deux types d'ozone. Il y en a 90% qui est dans la haute atmosphère, ça s'appelle, je ne sais plus comment elle s'appelle, la troposphère. Et puis vous en avez 10% qui est au ras des pâquerettes. Nous, on connaît les 10% qui sont au ras des pâquerettes. Parce que quand il y a des épisodes de chaleur, l'été, on augmente la couche d'ozone et c'est toxique. Et donc, il y a des alertes anti-couche d'ozone. Mais ça, c'est pour un impact immédiat. Donc là, il y a un rôle important des organisations écologiques. Couche d'ozone qui est en haut, il faut qu'il y ait des scientifiques qui nous expliquent comment ça marche. Le changement climatique, c'est comme ça. Aucun d'entre nous n'a une atteinte parce que le CO2 est toxique. Le CO2 n'est pas toxique. Il est invisible, il est inodore, on ne le voit pas, et on ne le sent pas. Part dans l'atmosphère, il n'est pas toxique. Donc c'est un rapport très différent. Et donc ça passe par la science. Donc on va voir un peu ce que nous a dit le GIEC. Ensuite, on va voir à la fin de cette première partie qu'en réalité, si on veut atténuer le réchauffement climatique, c'est-à-dire diminuer sérieusement nos émissions de gaz à effet de serre, c'est très simple. Vous avez dit tout à l'heure que les choses étaient très compliquées. En fait, elles sont très simples. Il y a deux choses à faire. Un, transformer notre système énergétique. Et tout simplement passer d'un système énergétique qui est aujourd'hui à plus de 80% sur des sources fossiles à un système énergétique où il n'y a plus de sources fossiles. Très simple à écrire, après c'est difficile à faire. Puis la deuxième, c'est qu'il faut transformer complètement ce que j'appelle le système agroforestier, qui est à l'origine d'un quart à peu près de nos émissions de gaz à effet de serre, et qui constitue potentiellement un formidable puits de carbone. Car là, on n'est plus sur du carbone fossile, on est sur du carbone vivant. Et là, on va voir que... Bon. Donc on va regarder ça rapidement, puis après on va voir à la fin. Comme elle a dit que je n'étais pas ni catastrophiste, ni totalement irresponsable, mais qu'on essayait de trouver les moyens quand même de faire des choses bien et de vivre bien aussi, parce que c'est pas parce qu'on s'occupe du changement climatique qu'il faut flipper du matin au soir. Donc on va voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle. Rapport du GIEC. Moi, le rapport du GIEC, je suis un peu... Alors, le rapport qui est sorti hier n'est pas un grand rapport d'évaluation, c'est un rapport intermédiaire qui visait à documenter la question, faut-il viser un objectif de 2% ou un objectif de 1,5% degrés moyen. Alors oui, c'est quoi ces objectifs de température moyenne? Il faut bien voir que notre rapport à la température est souvent conditionné par notre perception de la variation de la température entre le matin et le soir. Par exemple, ce matin, moi je me lève tôt, donc j'étais debout à 5h30, j'ai vu dans mon jardin, il faisait quand même un peu froid. Bon. Et puis là, cet après-midi, j'ai vu sur le bulletin météo qu'il va faire plus de 20 degrés. Oui, donc on est habitué à des variations de température considérables. Là, j'étais professeur à Montréal, professeur invité en février, et ça descendait jusqu'à -20. Puis l'été à Montréal, j'y suis pas allé en été, mais je crois qu'il fait plus 25, 30. On a des variations considérables. Là, on est sur une température moyenne. Et lorsqu'une température moyenne varie de, par exemple, 5 degrés,
on a des effets majeurs sur le système terrestre. Le dernier pic de glaciation, c'était il y a environ 20 000 ans. On estime que la température moyenne à la surface de la Terre était de 5 degrés Celsius inférieure à ce qu'elle est aujourd'hui. La mer était le niveau de la mer était de 100 mètres inférieur. On franchissait la Manche à gué. On pouvait aller, alors ça ne s'appelait pas le Royaume-Uni à l'époque, mais on pouvait franchir la mer. Donc vous voyez combien des variations de faible amplitude sur les températures moyennes jouent un rôle important. C'est la raison pour laquelle on s'était à peu près mis d'accord sur un objectif de 2 degrés Celsius. Et puis à la conférence de Paris, les pays les plus vulnérables, qui sont généralement les pays en voie de développement, qui sont soit des îles, des petits États insulaires, soit des pays comme le Bangladesh, qui ont énormément de population sur leur delta. À ce moment-là, ces pays ont dit non, attendez, 2 degrés, ça ne va pas, il nous faut 1,5. Donc l'objectif du rapport du GIEC, c'était de montrer c'est quoi un monde à 1,5. Alors on va regarder ça très rapidement ensemble. Je vous dis tout de suite que, bien que n'étant pas catastrophiste de tempérament, je pense que nous n'avons aucune chance de limiter le réchauffement à 1,5 et que si nous arrivons à 2 degrés, ce sera une performance absolument invraisemblable. Pourquoi ? Premièrement, où est-ce qu'on en est ? Là, vous avez sur ce slide l'évolution de la température moyenne à la surface de la Terre telle qu'elle est reconstituée par le laboratoire de référence, enfin par l'un des laboratoires de référence. Il y a 3 laboratoires de référence dans le monde. Ça, c'est celui de la NASA. Il est encore... Oui, on peut le... Il est à peu près encore vivant. Bon, il y a une petite crainte quand même que M. Trump ne sabre, parce que M. Trump a décidé de sabrer dans une partie des équipes de recherche qui travaillent sur les questions du climat. Où est-ce qu'on en est ? Ça, c'est le point 2016, l'année la plus chaude qu'on ait eue. On est à 1,2 degré au-dessus de la moyenne pré-industrielle. Rapport de l'Office mondial de la météorologie aérienne. Bon, là, on a un petit peu baissé, mais vous voyez qu'en réalité, le réchauffement n'est pas du tout linéaire. Hein. Il subit des... Bon, on ne va pas l'expliquer, mais on est déjà dans la zone des 1 degré, voire un peu plus de 1 degré relativement à l'ère pré-industrielle. Je le dis tout de suite. Lorsque... Ça, c'est la température moyenne. Donc la température moyenne, c'est celle qu'il y a à la fois sur les océans et sur les terres immergées. À votre avis, ça chauffe plus vite dans la mer ou sur Terre? Ça chauffe plus vite sur Terre, on le sait bien, hein, puisque l'océan est un régulateur thermique. Même un gars comme moi qui n'est pas ingénieur, il a compris ça. Donc si je regarde la distribution du réchauffement moyen, vous avez 2 planisphères. Là, vous avez la planisphère à l'horizon de la fin du siècle, qui est le scénario le plus épouvantable que brosse le GIEC, qui serait un scénario dans lequel il n'y aurait aucun ralentissement des émissions de gaz à effet de serre. C'est un scénario qui sert à faire peur. On n'est pas dans ce scénario. Ça, c'est un scénario qui est globalement compatible avec 2 degrés. Quand on dit un scénario compatible avec 2 degrés, il y a un point qui est très important, qu'il faut bien avoir en tête. C'est que quand on est sur des scénarios qui stabilisent la température moyenne à 2 degrés d'ici la fin du siècle, on a un certain nombre de chances de ne plus avoir de hausse de la température au siècle suivant. Quand vous êtes sur des scénarios à 3 degrés, on a chauffé plus d'ici la fin du siècle, mais on n'a pas retrouvé un nouvel équilibre du climat et on continue dans les siècles suivants à augmenter. Donc, le 2 degrés, c'est aussi choisi parce que c'est un scénario de stabilisation versus un scénario de non-stabilisation à long terme. Donc, vous voyez que quand on est déjà à 1 degré, en réalité, suivant qu'on est sur les continents et suivant qu'on est vers la zone équatoriale ou vers les hautes latitudes, on n'a pas le même réchauffement. Le réchauffement est le plus fort dans les hautes latitudes et surtout dans l'océan Arctique. Vous avez un réchauffement qui est de 2 à 3 fois supérieur dans l'Antarctique par rapport au réchauffement moyen. Et sur la moyenne des zones émergées, là où nous habitons, il faut augmenter 40% en moyenne. Après, ce n'est pas pareil si vous êtes à Clermont-Ferrand, si vous êtes à Marseille ou si vous êtes à Strasbourg. Mais c'est ça la réalité. Donc la réalité, c'est que pour un réchauffement moyen de 1 degré, on est déjà pratiquement à 1,5 degré sur les zones
émergé. Et on est au-dessus de 2 degrés sur la zone arctique. Alors pourquoi est-ce que la zone arctique est importante? Elle est importante pour les gens qui d'abord veulent faire circuler des bateaux sur l'Arctique, puisque ça va changer un peu en gros le commerce entre les continents. Mais c'est surtout important parce que si l'océan Arctique est un océan, donc c'est pas de l'eau douce, et s'il fond, ça ne fait pas augmenter le niveau de la mer, vous avez le Groenland. Et le Groenland, il est dans la zone arctique et donc il a entamé un processus de fonte. Et s'il fond complètement, c'est 7 mètres de plus sur le niveau moyen de la mer. Donc vous voyez que ce système est important. Donc on est déjà engagé dans un réchauffement. Et le deuxième point qui est très important, qu'est-ce qui provoque le réchauffement climatique? C'est le stock. Point extrêmement important. Les économistes adorent la distinction entre les flux et les stocks. Tous mes collègues de macroéconomie savent vous faire des modèles qu'on appelle le modèle d'accélérateur de l'investissement par rapport au stock de capital. Et bien moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas le stock de capital, c'est le stock de gaz à effet de serre qui est au-dessus de nos têtes. Et vous voyez que, en gros, pour faire simple, le climat des 20, voire 30 prochaines années, il est déjà fait par les émissions que nous avons accumulées depuis 150 ans. Et donc, si nous modifions drastiquement les émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui, il y a une énorme inertie du flux au stock. Cette inertie du flux au stock, elle repose sur quoi? Sans rentrer dans les détails techniques, mais il faut être un tout petit peu précis si on veut raisonner correctement. Pour les gaz à effet de serre hors CO2, le truc est assez simple, ça dépend de la durée de vie moyenne du gaz. Une tonne de méthane, deuxième gaz à effet de serre à longue durée qu'on envoie dans l'atmosphère. Le premier gaz à effet de serre, c'est ni le CO2 ni le méthane, c'est la vapeur d'eau. Mais comme sa teneur varie en permanence, elle n'est pas directement liée à notre activité. Elle l'est indirectement, mais bon, on ne va pas rentrer dans le détail. Donc CO2, méthane, deuxième gaz à effet de serre. Lorsque vous balancez une tonne de méthane dans l'atmosphère, ça va rester à peu près 12 ans. Donc c'est un gaz à effet de serre à relativement courte durée. Donc si vous baissez vite les émissions de méthane, vous allez avoir un impact vite sur le CO2, sur le stock. Le N2O, protoxyde d'azote, qui est le troisième gaz à effet de serre d'origine humaine, lui, il vit plus de 100 ans, et même beaucoup plus que 100 ans dans l'atmosphère. Je n'ai plus le chiffre exact en tête. Donc vous voyez que si vous réduisez maintenant les émissions, ça va mettre beaucoup de temps à apparaître sur le flux, donc, etc. Le CFC, qui a été le principal gaz à effet de serre avant le protocole de Montréal, derrière le CO2, qui a détruit la couche d'ozone, il est aussi à effet de serre, pas de chance. Lui, il vit entre 100 et 150 ans. Donc on a arrêté les émissions de CFC entre 1990 et 2005. Mais il est encore dans l'atmosphère, donc il continue à nous réchauffer. Et il va progressivement disparaître à partir de 2020-2030, au moment où la couche d'ozone pourra commencer à se reconstituer. Et d'ici là, il continue à nous chauffer. Donc le point important, c'est que c'est le stock qui compte et pas le flux. Et donc on a une inertie énorme de la réaction d'une baisse de nos émissions au stock. Pour les gaz hors CO2, c'est la durée de vie. Pour le CO2, c'est beaucoup plus compliqué. Ah oui, ben là, au passage, comme je n'ai pas de support papier, j'ai oublié de vous présenter, pardonnez-moi, le stock. Ça, c'est le stock de CO2 qui est dans l'atmosphère. C'est toujours une donnée, vous savez, une grande partie des informations scientifiques qu'on a sur le climat viennent des États-Unis en réalité. C'est le même organisme qui surveille l'atmosphère aux États-Unis. Et ça, c'est des mesures. Vous avez, au moment de l'ère pré-industrielle, on estime que la concentration de CO2 dans l'atmosphère était de 280 parties par million. Quelque chose qui a relativement peu bougé sur les derniers siècles. Et puis, vous voyez que, alors, il y a un petit cycle annuel, tout simplement parce que les plantes captent du CO2 au printemps. Puis à l'automne, elles meurent. Donc, elles relâchent du CO2. Donc, on stocke. Ça donne un peu cette vision d'un espèce d'encéphalogramme qui n'est pas plat. Mais voyez la tendance. Donc là, on a atteint l'année dernière, non, on a atteint, pardon, au printemps, cette année, 410 ppm. 410 ppm, c'est pas très loin des zones qui correspondent à un réchauffement de 2 degrés. On estime les zones qui vont correspondre à un réchauffement de 2 degrés, c'est plutôt vers 450.
Je dis à peu près. Pourquoi à peu près? Pas parce que je ne sais pas. C'est parce que ça va dépendre aussi d'autres facteurs, et notamment d'autres gaz à effet de serre et des modèles climatiques. Vous voyez. Mais bon, c'est ça qui est important. Alors, le CO2, lui, il a une particularité qu'il faut absolument que vous compreniez. CO2, il n'a pas une durée de vie moyenne dans l'atmosphère. Ça dépend beaucoup de là où il se trouve. Vous et moi, en ce moment, tous les 5 ou 7 secondes, hein, nous expirons du CO2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le CO2 était dans notre organisme, hein, donc nous sommes une espèce particulière, enfin nous pensons que nous sommes une espèce particulière, mais nous ne sommes qu'un élément, hein, de la biosphère, hein, et donc il est dans le réservoir biosphère, et puis il va dans le réservoir atmosphérique. Bon. Donc ce qui va compter pour le stock de CO2, c'est les échanges entre différents réservoirs. C'est schématisé sur ce schéma qui est très beau, que je n'ai pas fait, donc je peux dire qu'il est beau. Vous avez 2 grands réservoirs de CO2 naturels. Le premier, c'est l'océan. L'océan, il stocke à peu près, je pense qu'il stocke à peu près 80%, hein, du carbone sur Terre. Et, comme vous le savez tous, pourquoi est-ce qu'on peut prendre une excellente eau Perrier ou San Pellegrino, des eaux gazeuses? C'est parce que le CO2 est soluble dans l'eau. Donc, chaque année, le CO2 absorbe une partie du CO2 qui est dans l'atmosphère. On appelle ça, nous, un puits de carbone. C'est le premier puits de carbone. Deuxième grand réservoir naturel, c'est tous les êtres vivants qui forment ce qu'on appelle les écosystèmes. Et nous, on sait pas, hein, nous, on rejette du CO2. Et on ne sait pas le capter. On ne sait pas capter du CO2 atmosphérique. Mais heureusement, il y a les plantes. Et les plantes captent le CO2 via la photosynthèse. Et donc, c'est le deuxième grand puits de carbone, la photosynthèse. Donc, on a un système de régulation endémique, hein, avec du carbone atmosphérique qui va dans ces 2 réservoirs, du carbone qui repart, et puis le solde qui est dans l'atmosphère, c'est le résultat de ces échanges. Et qu'est-ce qu'ont fait les hommes? Les hommes, ils ont totalement court-circuité ce système naturel, d'une façon très simple, en utilisant un stock sous nos pieds qui est le réservoir d'énergie fossile. C'est quoi l'énergie fossile pour un gars qui a une petite fibre verte? Ben, c'est tout simplement du carbone vivant, hein, le carbone qui est dans les plantes, mais avec un décalage de 400, 500, 800 millions d'années, le temps de transformer des déchets animaux, végétaux en charbon, en pétrole ou en gaz. Et donc, on a des concentrés de carbone autrefois vivants, fossilisés aujourd'hui, donc devenus morts, qui sont dans les réservoirs géologiques. Il y en a beaucoup. Beaucoup trop que ce que peut absorber là. Souvent, les gens disent, ben, c'est pas grave, hein, il va y avoir le pic pétrolier. Puis quand il n'y aura plus de pétrole, il n'y aura plus d'émissions. Oui, sauf que le pic pétrolier, si vous voulez, on aura fait complètement détraquer le climat avant d'avoir extrait toutes les huiles qui sont sous nos pieds. Donc, on a sous nos pieds ces réservoirs de carbone géologique, et on les brûle massivement pour nos besoins énergétiques. Et vous voyez, chaque année, on en envoie des quantités croissantes dans l'atmosphère. Là, ce n'est pas en tonnes de CO2, c'est en tonnes de carbone. Donc, il faut multiplier par 3,66 pour avoir l'équivalent CO2. Qu'est-ce qu'on fait en réalité? On court-circuite les aires géologiques. On utilise à notre profit immédiat pour nos besoins énergétiques ce que la nature a mis des centaines de millions d'années à fabriquer, à transformer du carbone vivant en carbone fossile. Pour ça qu'on est dans... Vous avez peut-être entendu parler de l'anthropocène, hein, une nouvelle ère géologique, concept qui a été introduit par M. Crutzen, qui est l'un des gars qui a trouvé comment on détruisait la couche d'ozone avec des gaz CFC, prix Nobel de chimie en je ne sais plus quelle année. Bon. Vous avez vu qu'hier, on a eu un prix Nobel, hein, enfin pas moi, hein, mais William Nordhaus. Hein, donc, alors, pourquoi est-ce qu'on est rentré dans une nouvelle ère géologique? Parce que tout simplement, on a court-circuité. On a court-circuité la nature. Hein. On brûle massivement du CO2
à l'origine vivant qui est fossilisé, et on fait comme si ce travail de la nature pendant des centaines de millions d'années n'avait aucune valeur. Ben oui, on détracte le cycle. Oui. Donc je crois que ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Alors, ça veut dire quoi pour l'effet de serre du CO2? Ça veut dire que l'effet de serre du CO2, une fois qu'il est envoyé dans l'atmosphère, il va dépendre de toutes ces interrelations qu'on est strictement incapable de prévoir facilement. Il faut des modèles climatiques pour les prévoir. Et les modèles climatiques nous disent, grosso modo, que c'est très long une fois que c'est dans l'atmosphère. On ne va pas rentrer dans les détails, parce que dans les détails, c'est évidemment très compliqué. Mais vous pouvez retenir quelque chose qui n'est pas tout à fait juste, mais qui est une espèce de facilité de communication. Une tonne de CO2 qu'on envoie dans l'atmosphère, son pouvoir de réchauffement va rester pendant au moins 100 ans. Et donc, ça veut dire que le climat qu'il va faire en 2030, 2040, 2050 dépend d'abord du stock qui est déjà là. Et nous ne pouvons jouer qu'à la marge. Nous ne pouvons jouer qu'à la marge, et si nous réduisons très rapidement le stock de CO2, eh bien, effectivement, nous conservons quelques chances, non pas de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, mais peut-être de ne pas aller trop au-delà de 2 degrés. Voilà, un peu rapidement formulé, la façon dont je vois les choses. Je reviens au rapport qui est sorti hier. Le rapport qui est sorti hier, c'est un rapport du GIEC. Hein. Donc ils ont discuté pendant une semaine chaque mot pour qu'il n'y ait pas un gouvernement qui hurle. Hein. Donc c'est dans des termes suffisamment généraux pour que on puisse le laisser passer. À mes yeux, il n'y a aucun doute. Le rapport d'hier, il nous montre combien la perspective d'1,5 degré est extraordinairement comment dire, volontariste, pour ne pas dire irréel. Mais pourquoi on ne le dit pas? Et je reviens un peu à ce que vous avez dit, Isabelle, tout à l'heure sur notre ouvrage sur la... On ne le dit pas parce que ce serait devenu politiquement incorrect de le dire. Et vous voyez bien qu'on est dans un jeu complexe. On est dans un jeu complexe parce que ce serait effectivement politiquement incorrect de dire aujourd'hui, non, on ne va pas faire le... Pourtant, je pense que c'est vraiment comme ça qu'il faut voir les choses si on veut avoir une espèce de principe de responsabilité à équidistance entre les irresponsables sceptiques et les catastrophistes avérés. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, ce rapport du GIEC? Il nous dit quand même une chose très intéressante. Il nous dit, si on veut avoir quelques chances de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, il faut 2 choses. 1, ce cycle-là, il faut qu'il s'équilibre. Il faut retrouver un équilibre dans lequel on stabilise la concentration. Il faut cet équilibre dans lequel on stabilise la concentration, on l'appelle la neutralité carbone. La neutralité carbone en politique climatique globale. Parfois, on utilise le terme neutralité carbone. Hein. Si vous prenez, par exemple, le train pour aller à Marseille ce week-end, vous avez un petit compteur, ou même si vous prenez l'avion, vous êtes dans un coin, un petit compteur, on vous dit que vous pouvez faire la neutralité carbone. Mais là, c'est un sens tout à fait différent. C'est une neutralité carbone dans ce sens que vous pouvez compenser vos émissions liées à votre transport par un investissement dans un autre secteur où vous allez réduire les émissions. Là, ce n'est pas pareil. La neutralité carbone s'entend comme une égalisation entre tous ces flux qui partent et puis tous ces flux qui reviennent. Et donc l'objectif de neutralité carbone, il a 2 implications. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, mais en gros, pour faire 1,5 degré, neutralité carbone, monde 2050. Pour faire 2 degrés, neutralité carbone, monde 2070. C'est ce qu'il y a dans le rapport d'hier. Je l'ai lu ce matin quand même, puis comme j'ai cours demain, il faut que je me tienne au courant. Bon, je savais un peu déjà que ce serait ça. Bon. Et en termes de réduction immédiate, d'ici 2030, moins 40% dans le monde pour faire 1,5 et moins 20% dans le monde pour faire 2 degrés Celsius. Je rappelle que pour l'instant, il n'y a eu qu'une seule politique dans le monde qui a réduit les émissions de gaz à effet de serre, c'est le protocole de Montréal sur les gaz CFC, mais qu'on n'a jamais réussi à freiner les émissions de gaz à effet de serre sur une période qui va au-delà de 3 ans. On pensait l'avoir fait entre 2014, 2015, 2016, et puis 2017 est reparti à la hausse, et très vraisemblablement 2018 sera à nouveau en hausse.
Donc vous voyez un peu le gap, comme on dit en bon français, hein, entre les grandes déclarations et puis la réalité du fonctionnement des économies. Et on va revenir à la question initiale que je posais et que vous m'avez demandé de traiter sur est-ce qu'on peut rendre compatible l'économie et le changement climatique. Donc pour viser cette neutralité carbone, deux choses, je l'ai déjà dit. Un, arrêter ça. Donc, transformer complètement le système énergétique, faire ce qu'on appelle une transition énergétique bas carbone. Je vais y revenir dans un instant. Mais ce n'est pas suffisant. Deux, organiser ce que j'appelle le carbone vivant. Donc, tous nos écosystèmes terrestres, et il faudrait ajouter marins, mais là, sur la mer, on connaît très mal, et en plus, moi, je connais mal, mais toutes nos activités qui sont liées à la valorisation et la reproduction de la biosphère. Et là-dedans, il y a un secteur clé, c'est l'agriculture. Et le secteur clé de l'agriculture, c'est le pivot. Pourquoi ? Parce que dans tous les cas, lorsqu'on déforeste massivement, à l'origine, vous avez une cause qui est soit l'agriculture, soit l'élevage. Ce n'est pas la cause unique. Mais il faut sortir de cette espèce de représentation absurde qu'on a, par exemple, Ikea va faire de la forêt socialement responsable ou socialement renouvelable ou je ne sais pas quoi. Enfin, vous devez apprendre ça, vous, dans votre master. Bon, ça va résoudre la déforestation. Non. Le problème de la déforestation, ce n'est pas les meubles Ikea qu'on achète. C'est que pour assurer l'équilibre alimentaire de l'Afrique subsaharienne, eh bien, on prélève, on mord sur les forêts. Idem en Asie, idem en Amérique latine. Vous voyez que la question agricole et forestière est très fortement liée. Alors je viens maintenant au deuxième point, on va accélérer un peu peut-être, parce que ça passe. Hein. La transition énergétique bas carbone. Bon. Juste pour se rappeler quand même l'ampleur de la question, là vous avez l'empilement des émissions de gaz à effet de serre, l'empilement des émissions de CO2 depuis 1850. Je ne fais pas de dessin. Le mécanisme qu'il faut comprendre, il est très simple. Il est expliqué dans un papier qu'on vient de faire avec Boris Solier, qui est un maître assistant, pas à Dauphine, mais à Montpellier, qui a fait sa thèse à Dauphine avec moi. En gros, depuis un siècle et demi, on empile. C'est-à-dire qu'on avait un système énergétique essentiellement basé sur le carbone vivant, hein, sur l'usage de la biomasse. Hein, et puis, d'abord dans les mines au Royaume-Uni, puis de plus en plus, on a développé un truc qui s'appelle le charbon, coal. Et puis ensuite, on a développé en noir le oil, le pétrole, et puis en bleu clair, le gaz. Mais ça empile. C'est-à-dire qu'on additionne, le schéma, c'est un schéma additif, on additionne de nouvelles sources d'énergie et on n'enlève pas celles qui préexistent. Et si vous réfléchissez bien, c'est à la fois la force et la très grande faiblesse de notre système économique. Notre système économique est un système dans lequel on va toujours vous pousser à empiler des biens. On empile les sources d'énergie, mais on empile aussi les biens de consommation. On a des schémas d'accumulation. Oui. Et dans ce schéma, eh ben, on ne renonce pas aux anciennes sources d'énergie en développant des nouvelles. Il y a un truc majeur dans le système énergétique aujourd'hui, c'est la baisse des coûts des renouvelables. Quand je faisais mes exposés il y a encore 5 ou 6 ans, je disais, ben, attendez, il faut un prix du carbone parce que sinon les renouvelables ne sont jamais rentables. Maintenant, de façon de plus en plus fréquente, les renouvelables deviennent souvent rentables. Mais si vous rajoutez des renouvelables sans enlever les fossiles, vous n'allez pas résoudre la question. Donc il faut sortir du système de l'empilement. Et donc ça pose deux questions. Première question, comment est-ce qu'on peut sortir des fossiles? Deuxième question, comment est-ce qu'on peut utiliser les économies d'énergie pour baisser les consommations d'énergie? Tant qu'on est sur des systèmes où on ne baisse pas les consommations d'énergie, ça sera très difficile de sortir d'un schéma additif. Parce que même si vous êtes, je parle dans le monde, même si vous passez des fossiles de 80 à 50%, si vous êtes sur un schéma de croissance de la consommation d'énergie, vous allez continuer à maintenir les fossiles. Et ce qui compte pour l'atmosphère, il s'en fout hein, de la part du charbon ou du gaz dans le mix énergétique. Ce qui compte, c'est le nombre de tonnes que vous envoyez. Vous voyez, donc il faut vraiment passer à ce schéma d'un schéma d'accumulation vers un schéma de substitution. Et alors là, on a deux problèmes très simples.
Le premier, c'est les fossiles qui font de la résistance. Je ne rentre pas dans les détails, mais on peut après. Mais moi, j'aime bien ce petit slide. En plus, c'est plaisant, hein, puisqu'on a quelques belles photos. Le charbon, énergie du 19e siècle, complètement faux. Nous, on a un peu l'impression que, effectivement, le charbon, Émile Zola, les mines et tout, le travail des enfants. Bon. Dernière mine de charbon fermée en France, hein, c'est le bassin de la Houve, en 2004, il n'y a pas longtemps. Pourtant, Dieu sait si on n'était pas performant sur le charbon. Et Dieu sait que ça a coûté bonbon au pouvoir public. Nos chers voisins allemands, ils ne sont pas prêts de sortir du charbon. Enfin, ils sont en train de réfléchir comment ils vont faire, mais ça va prendre du temps. Voyez, je ne vous parle pas de l'Inde ou de la Chine. Les charbons n'ont pas été et ne sont pas l'énergie du 19e siècle. Si vous regardez les sources d'énergie utilisées dans le monde, vous verrez que le charbon reste la première source d'énergie dans le monde jusqu'au milieu des années 60. Et que le charbon au 19e siècle n'est pas la première source d'énergie, il est très loin derrière la biomasse. Donc c'est une représentation fausse qui nous vaut beaucoup de difficultés. Le pétrole. Là, vous avez Bakou, en Caspienne, vers 1900. Vous avez la moitié de la production mondiale de pétrole à cette époque-là qui vient de Bakou. Des histoires invraisemblables. Si vous lisez l'Or Noir aux Anneaux, ils vous racontent des histoires. En général, c'est sordide du reste, mais bon, la saga du pétrole. Bon, moi, j'ai rien contre le truc. Hein. Mon père travaillait pour le pétrole, donc bon. Alors, pourquoi est-ce que on a commencé à extraire le pétrole à Bakou? Parce qu'en Caspienne, le pétrole, il est au ras de l'eau. Hein. Pratiquement, vous n'avez pas à creuser, vous le récupérez tout de suite. Pas cher. Mais on continue à faire du pétrole à Bakou, mais maintenant, on va chercher du pétrole de plus en plus profond. À l'embouchure du fleuve Amazon, dans la zone arctique. Je vais y venir dans un instant. Et donc, vous voyez que les gains de technologie de l'extraction des fossiles sont très rapides et ils ont été démultipliés au début de la décennie 2000 par ce qu'on appelle les gaz de schiste. Hein, et les pétroles de schiste, des nouveaux systèmes de fracturation hydraulique et de forage font qu'on est capable d'aller chercher de plus en plus de fossiles à des coûts faibles. Dernier exemple, donc le pétrole, énergie du XXe siècle, oui, sauf qu'on continue régulièrement à aller en chercher et en explorer. Le gaz, c'est le pire, le gaz. Quand on parle de gaz, il faut toujours s'interroger d'où il vient. Vous avez du gaz d'origine fossile et du gaz qui peut être d'origine biologique. Mais le gaz d'origine fossile, on est actuellement dans un boom d'investissement. Toutes les grandes compagnies pétrolières basculent du charbon, puis vers le... Donc là, on est sur un boom. Et là, vous avez ce que j'ai mis, c'est la plateforme de Asta Hansteen. Asta Hansteen, c'est le nom d'une féministe militante norvégienne, hein, qui a apparemment fait beaucoup de choses en Norvège, je pense, au siècle dernier. Mais c'est surtout un gisement de gaz naturel qui est situé à 3000 mètres sous terre. Il n'est pas en mer des Barents, lui, il est dans la zone nord. Mais la Norvège, qui est un pays qui est très dynamique sur le plan de l'action contre le changement climatique, continue à délivrer des permis d'extraction de pétrole en mer du Nord et en Baltique et en mer des Barents. Donc vous voyez que la question des fossiles font de la résistance, c'est pas vain. Le deuxième problème posé par la transition énergétique, il faut regarder un peu ce qui se passe sur les marchés. Pour comprendre ce qui se passe sur les marchés, il faut regarder ce qui se passe sur les prix. Les transitions énergétiques du passé ont été accompagnées sur le plan économique par des baisses massives de prix, soit de la source d'énergie utilisée, soit grâce au gain d'efficacité de l'énergie finale utilisée par les ménages ou par les entreprises. Prix de la lumière, hein, bon, nous on dit il faut... moi je passe ma vie à dire ça, enfin je passais parce que maintenant ils sont pas à la maison, à dire à mes enfants il faut éteindre l'interrupteur, mais je ne faisais pas parce que ça me coûtait de l'argent, je ne sais pas combien on économise lorsqu'on éteint l'interrupteur. Mais on aurait vécu il y a 2 siècles si on savait ce que c'était que le prix de la lumière. Hein. Hyper cher. Hein. Et donc on a des mouvements de baisse des prix relatifs qui accompagnent les gains de productivité, qui font que les transitions du passé, ben, pourquoi est-ce qu'on a empilé autant? C'est parce que c'est moins cher. Et donc on élargit les marchés.
Et ça nous mène tout de suite au deuxième point. Est-ce que l'efficacité énergétique va permettre d'économiser de l'énergie? Ça dépend comment fonctionnent les marchés. Parce qu'on a ce qu'on appelle l'effet rebond. Si vous avez des gains forts d'efficacité d'énergie et puis que du coup vous baissez le prix de l'énergie, ben, les consommateurs et les utilisateurs vont être tentés d'en consommer plus. Et notre logique d'économie de marché à court terme, ça fonctionne bien comme ça. C'est ça qu'on enseigne en marketing ou à Dauphine, hein, ou dans les masters. Mais je ne sais pas du tout pour dire du mal de mes collègues, hein, mais c'est parce que quand on est dans un système concurrentiel, il faut savoir intelligemment gérer les baisses de prix pour élargir son marché. Ou alors se faire des rentes pour pouvoir avoir des prix avec des effets qualité. Mais c'est comme ça que fonctionne l'économie. Donc, une grande partie des gains d'efficacité qu'on fait, si on n'y prend pas garde, ça ne va pas réduire les émissions. Ça va accroître les usages. Le meilleur exemple, c'est le transport aérien. Là, vous avez, partie gauche, le politiquement correct de la Direction générale de l'aviation civile, qui, dans son rapport officiel sur l'économie des transports, dit bah, « Écoutez, hein, il n'y a rien à voir. Vous avez vu les gains incroyables qu'on fait sur la le gramme de CO2 par passager kilomètre. Nos moteurs sont de plus en plus efficaces, on met de plus en plus de gens dans les avions, il y a de moins en moins d'attente. On baisse, on est passé de 180 à 100. OK, mais regardez le nombre de passagers. Puisque le prix du transport aérien, on sait bien qu'il baisse. On est content qu'il baisse, du reste. Moi, j'ai une fille en Australie, je suis content de pouvoir aller la voir tous les 2 ans. Bon. Et ça fait ça en émissions. Donc vous voyez que ce point très important du lien entre efficacité, prix de l'énergie des usages et consommation. Donc comment est-ce qu'on peut sortir de cette spirale infernale? Eh bien, et ce sera ma conclusion sur la transition énergétique, et puis je vais faire une conclusion générale parce que sinon je voudrais bien quand même un peu vous écouter. Aujourd'hui, notre système énergétique fonctionne sur une économie de rente que je peux modéliser de façon très simple par la rente pétrole. Et lisez le papier dans The Conversation qui est paru ce matin. C'est un cycle infernal. Parce que quand le prix du pétrole est élevé, ça envoie une bonne incitation aux consommateurs. Et moi, vous savez, il y a marqué taxe carbone. Hein, c'est que moi, je pense qu'il faut taxer les consommateurs d'énergie fossile. Ça ne veut pas dire qu'il faut les ruiner ou peser sur les faibles, hein, parce qu'on peut redistribuer. Hein, mais si on ne met pas un coût à l'usage des fossiles, on va continuer indéfiniment sur cette économie-là. Donc, lorsque le prix du pétrole est élevé, ça a un effet plutôt bénéfique sur le plan de l'incitation qui est envoyée aux consommateurs. Mais ça envoie une incitation terrifiante pour les producteurs qui voient leur rente de rareté augmenter avec la hausse du prix du pétrole et qui ont intérêt à faire quoi? Aller chercher du pétrole toujours plus profond, du gaz dans des coins de plus en plus compliqués, avec des coûts écologiques supérieurs, des coûts économiques aussi supérieurs, mais quand le prix augmente, et je peux vous dire qu'il y a une corrélation à peu près, on dit souvent que les entreprises anticipent, bon, c'est peut-être vrai, mais moi ce que je peux vous dire, c'est que les compagnies pétrolières se comportent comme les producteurs de porc. Hein. Quand le prix du porc augmente au cadran, eh bien, on augmente la gestation des truies. Ben, c'est pareil pour le pétrole. Dès que le prix du pétrole augmente, on augmente les importations, les investissements d'exploration. Ils ont déjà augmenté puisque le prix du pétrole a augmenté ces dernières années. Donc on est dans un cycle infernal. Quand le prix du pétrole baisse, ça donne une très mauvaise incitation aux consommateurs puisque pétrole pas cher, hein, mais c'est pareil pour le charbon ou pour le gaz. Hein. Vous avez c'est plus facile à consommer, puis c'est commode, hein, c'est bien quand même, hein, plus agréable hein, quand c'est pas cher l'essence. Hein, bon. On pourrait se dire que au moins ça serait pas bon pour les producteurs, mais pas de chance parce que quand vous regardez bien comment fonctionne cette économie de la rente, la grande majorité des producteurs ils touchent une deuxième rente qu'on appelle la rente différentielle, qui est l'écart entre le mieux placé et le moins. Et donc, lorsque vous êtes à un prix du baril à $20, vous sortez encore le pétrole de El Anwar, qui est le plus grand gisement de pétrole d'Arabie Saoudite, entre 5 et 7 euros le baril. Donc, vous gagnez encore 13 euros par baril que vous exportez. Donc, on n'en sortira jamais. Comment on en sort? En modifiant radicalement les choses. Isabelle l'a dit tout à l'heure en présentant. Hein, moi, je suis partisan de la tarification environnementale. Et donc je pense qu'il faut changer les règles du jeu économique en incorporant le coût des dommages climatiques dans la valeur des biens et services qu'on échange.
C'est très compliqué à faire sur le plan international. Est-ce qu'il faut le faire au plan international? Ça pose des tas de questions de redistribution, mais je pense que c'est le levier de loin le plus efficace, vu la façon dont fonctionnent nos économies. Alors vous allez me dire, on pourrait changer les règles de fonctionnement de l'économie. C'est une possibilité. Il y a pas mal de gens qui ont essayé de le faire. On peut sortir de l'économie de marché. On va faire des trucs de planification. Alors, on a beaucoup expérimenté la planification centralisée. Bon, en général, la planification centralisée, c'est les pires résultats écologiques. Hein. Que ce soit la Russie, la Corée, la Chine d'avant. Alors, on peut dire on peut faire de la planification décentralisée. Moi, j'ai fait ma coopération en Algérie. J'ai habité un peu plus de 4 ans en Algérie dans le secteur agricole. J'ai vu ce qu'on appelait les domaines autogérés. Bon, la planification décentralisée, ça pose beaucoup de questions. Mais ça pose aussi la question de comment est-ce qu'on échange entre eux. Donc, la question des prix est importante. Donc, moi, je pense qu'il faut mettre un prix au CO2. Ça veut dire quoi? Il faut imputer dans les prix le coût des dommages climatiques associés à l'émission d'une tonne de CO2. Il y a plein de façons de le faire, on ne va pas rentrer dans le détail. On peut le faire par un marché de quotas, on peut le faire par une taxe, on peut même le faire indirectement par des normes ou des prix normatifs. Mais comment ça doit fonctionner? Une fois que la rente carbone a vaincu la rente pétrole, ça veut dire quoi? Ça veut dire une fois que nos décisions ne seront plus prises en fonction du prix du pétrole, mais en fonction du prix de la tonne de CO2. Vous changez radicalement les choses. Parce que là, vous envoyez la même incitation aux producteurs et aux consommateurs. Hein? Et le coût du dommage climatique, il va être répercuté aux consommateurs, il va être payé par le producteur. Et grosso modo, ça fonctionne comme ça. Là, j'ai plus des dollars par baril de pétrole, j'ai des euros par tonne de CO2. Lorsque le prix est inférieur à 20 euros la tonne, ça ne change pas grand-chose, ça change un peu la marge. Les électriciens peuvent brûler un peu moins de charbon et puis brûler un peu plus de gaz suivant le prix relatif du charbon et du gaz. Ça ne change pas grand-chose. Puis quand on progresse vers 25, 30, c'est un schéma, hein, mais c'est pour le raisonnement. Hein. Assez rapidement, on va sortir du charbon. Pourquoi? Parce que le contenu CO2 de la même quantité d'énergie avec le charbon, c'est un peu plus que 2 fois celle que vous allez sortir avec du gaz. Donc vous avez un contenu fort en CO2. Puis à mesure que vous augmentez, assez rapidement, vous allez sortir des pétroles non conventionnels. Parce que le pétrole, il a un contenu CO2 intermédiaire entre le charbon et le gaz, et les pétroles non conventionnels, ça coûte très cher. Hein. Donc, vous voyez, donc, voilà un peu le système. Donc, moi, ce que j'essaie d'enseigner dans cette université, et ce que j'essaye de comprendre moi-même et de développer auprès, par exemple, des missions que je peux avoir de temps en temps, moi je ne cours pas après les missions, mais quand on vous donne des missions, il faut essayer d'être utile. Hein. Ce que j'essaye de faire, c'est de trouver la façon dont on peut intégrer ces questions de valeur du climat dans les systèmes économiques via une tarification du carbone. Vous inquiétez pas, tous les slides sont à vous. Hein. Donc, si vous préférez les avoir sur votre portable, vous les prenez sur votre portable. Voilà. Bon. Voilà, donc moi c'est un peu ce que j'essaie de faire. Ça pose beaucoup de questions. Et les questions les plus importantes, à mon avis, sont pas les questions. Les économistes ont beaucoup discuté entre eux, savoir c'est quoi le bon prix du carbone. Des kilomètres de littérature, hein, y compris Nordhaus, hein, qui a eu le prix Nobel hier, ils ont écrit des kilomètres de littérature sur c'est quoi le bon prix du carbone. Si vous regardez le rapport du GIEC qui est paru hier, vous voyez que vous avez des échelles de prix du carbone qui sont absolument incroyables. Moi, je crois que ce n'est pas la question principale. La question principale, c'est quelles sont les conditions économiques et sociales pour pouvoir introduire une tarification du carbone qui modifie les comportements et qui respecte un certain nombre de règles basiques, notamment en termes d'équité. Et la grosse difficulté de la tarification du carbone, et là je peux vous dire que je parle d'expérience, c'est que si vous mettez en place, prenez l'échelle nationale, si vous mettez en place une taxe carbone en France, je l'ai fait. Donc j'ai quand même un peu demandé au service, c'était quoi les répercussions sur les ménages. Alors déjà, quand vous posez cette question-là, première réaction des gens de votre cabinet, ils disent, mais attends, pourquoi est-ce que tu nous demandes ça? Attendez, si vous voulez gérer la taxe carbone dans le temps, vous avez quand même peut-être intérêt à savoir c'est quoi les effets distributifs. Les effets distributifs sont ceux-là.
c'est que, grosso modo, en moyenne, les ménages riches consomment une quantité plus grande d'énergie que les ménages pauvres. Mais en pourcentage de leurs revenus, le poids de l'énergie est beaucoup plus élevé dans les ménages pauvres que dans les ménages riches. Et donc, si vous mettez une taxe carbone uniforme sans mesure redistributive, eh bien, vous allez surtaxer en proportion les ménages pauvres. Et ils seront d'autant plus affectés qu'ils seront dans des systèmes périurbains où parfois vous ne pouvez plus avoir accès à la ville, aux services collectifs, si vous n'avez pas votre voiture. Donc c'est ça le truc. Bon. Au plan mondial, c'est la même chose. On émet à peu près, bon, on émet un peu plus, mais on émet à peu près 50 milliards de tonnes d'équivalent CO2 chaque année. Si je mets une taxe carbone de 20 € sur ces 50 milliards, je crée 1000 milliards. Hein, c'est le miracle de la taxation environnementale. On crée de la valeur. Hein. Lorsque on a mis en place on crée de la valeur. On fait apparaître une nouvelle valeur. C'est la valeur qu'on accorde au climat. Comment est-ce qu'on va redistribuer ces 1000 milliards? C'est ça la question qu'il faudrait se poser dans la négociation climatique internationale. Et si je prends un principe très simple, redistribution du produit de la taxe carbone au prorata des émissions par habitant. Système d'égalité du citoyen monde dans le droit d'utiliser l'atmosphère. Je crée immédiatement une énorme redistribution depuis les pays riches vers les pays pauvres. Le pays riche qui paye le plus, c'était jusqu'à il n'y a pas longtemps les États-Unis, c'est en train de devenir la Chine. Et le pays pauvre, alors je mets volontairement la Chine du côté des pays riches, parce que si vous voulez, il continue à se mettre du côté des pauvres dans la négociation internationale. Mais vous voyez bien qu'on sait tous que la Chine va être la première puissance économique. On ne sait pas si c'est dans 10 ans ou dans 20 ans, mais c'est bon. Et le premier pays bénéficiaire, c'est l'Inde. Donc, la question de la tarification du carbone au plan international est fondamentalement une question de redistribution. Et ça, on ne le réfléchit pas assez, vous voyez. Et tant qu'on n'aura pas réussi à trouver la façon dont on peut coupler des mécanismes de tarification du carbone avec des mécanismes redistributifs qui ne pénalisent pas les plus pauvres, mais qui au contraire les boostent, on n'avancera pas dans la négociation climatique, enfin pas dans ce domaine-là. En conclusion, mes chers amis, je ne parlerai pas de l'agriculture et de la forêt parce que sinon je vais me faire gronder par les organisatrices qui m'ont demandé, je crois, de terminer à... C'était pas très clair les consignes du reste, hein, mais il faut arrêter quand même, ouais, voilà. Bon, conclusion. Moi, je suis absolument passionné par ce que je fais. Et je trouve que c'est pas parce que on est devant des enjeux globaux très importants qu'on ne peut pas rester inactif sur le plan de notre environnement immédiat. De plus en plus, bon, avant, j'y allais jamais, mais de plus en plus, je vais à peu près une fois par mois, je vais peut-être même faire une fois par quinzaine, mais comme je prépare un bouquin, il faut que je termine d'avoir mon bouquin. Je suis pas mal invité en province, dans les territoires. On voit sur des territoires, on monte des opérations de transition énergétique ou de transition bas carbone, et on met en lien des acteurs qui souvent ne se connaissaient pas avant de mettre en place ces questions. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Agir contre le changement climatique, ça veut évidemment dire cesser de marteler du matin au soir que c'est totalement catastrophique ou que c'est totalement inventé par le GIEC, mais c'est trouver une bonne place. Hein, Et je pense que surtout, ce qui est très frappant, c'est que dans la vie réelle, hein, pas dans la vie des manuels d'économie, quand on s'occupe du changement climatique, on est amené à rencontrer des acteurs ou des personnes qui sont très différentes de vous-même. Je peux vous dire, hein, moi, depuis que je fais les cours de changement climatique, je fais la chaire et économie du climat, je rencontre des gens qui sont absolument extraordinaires, hein, qui ne sont pas du tout ceux que je rencontrais lorsque je faisais les... Donc, moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, et notamment pour vous qui êtes dans le master DDO, hein, comme on l'appelle,
Je pense qu'il y a énormément de choses à faire dans cette université, notamment sur le plan de la régulation thermique de ce bâtiment. Moi, ça fait à peu près 20 ans que j'ouvre la fenêtre à partir du mois d'octobre dès qu'il fait froid dehors pour chauffer la cour, parce que il n'y a tout simplement pas de manette pour ralentir la consommation d'énergie. Bon, pour les transports aussi, notamment les transports d'étudiants, je pense qu'il y a tout un levier d'action très concret, très sympa à mener. Et je souhaite évidemment que nous les conduisions tous ensemble. Merci de votre attention. Pardonnez-moi d'avoir été un peu long. Alors, comment ça se passe maintenant? Bah ouais. On en prend quelques-unes, deux, trois. Ouais, je pense qu'elle est... On n'aura peut-être pas de pause café. On n'aura pas de pause café. Avec la grève du... Ah bon? Alors, il y a grève aujourd'hui? Oui. Ah bah si j'avais su, je me serais mis en grève. Bon, alors... Bah, ils sont tous à plat, là. Les DDO, là, vous n'avez rien à dire? Alors, le gaz de schiste. Ouais. Ne pas faire, si possible. Alors, typiquement, le gaz de schiste, c'est un trade-off intéressant, si vous voulez. En gros, ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est la situation et l'évolution des pétroles des gaz et pétroles non conventionnels aux États-Unis et au Canada, puisque vous avez le gaz de schiste au Canada et puis vous avez les pétroles de schiste en Alberta, les gaz de schiste aux États-Unis, pardon, et le pétrole de schiste en Alberta au Canada. Aux États-Unis, la mise en place de nouvelles technologies de forage et d'extraction de gaz a multiplié par 3 les réserves connues de gaz d'origine fossile aux États-Unis. Et si vous regardez les bilans de l'Agence internationale de l'énergie, les ressources mondiales ont été très fortement augmentées par ces nouvelles technologies. Sur le plan, est-ce qu'elles peuvent se diffuser dans d'autres parties, notamment en Europe? Pour l'instant, en Europe, on n'est pas très sûr qu'il y en a beaucoup. En Pologne, il y a eu des forages qui ont été assez décevants. Je crois que les Anglais conservent encore une option pour aller en chercher. Et nous, après l'avoir autorisé, on l'a interdit au niveau des permis, pas d'exploitation, d'exploration, pour aller de recherche. Voilà. Bon. Il y a beaucoup, oui, il y a beaucoup de... Enfin, c'est ce qu'on a. Mais c'est comme le pétrole. C'est assez amusant, hein, l'économie de l'extraction. Tant que vous n'avez pas fait le trou, vous avez des suspicions, mais vous ne savez pas. Et donc on n'a pas encore fait tous les trous pour vérifier ou pas, mais il y a probablement effectivement des ressources considérables de gaz de schiste sous l'Algérie et peut-être même gigantesques. Peut-être, mais on ne sait pas encore. Bon. Alors, comment ça s'est fait aux États-Unis? D'abord, on a changé la loi environnementale pour faciliter son exploration. Et donc, on a en général des systèmes assez peu respectueux de la nature et on émet, on ne sait pas exactement dans quelle quantité, mais on émet probablement du méthane qui ne sont que des fuites de gaz. On ne sait pas très bien combien. Et c'est très controversé, hein, puisque c'est devenu aux États-Unis beaucoup moins cher, hein, que le gaz naturel classique. Et donc le prix du gaz aux États-Unis est à peu près la moitié de ce qu'il est en Europe, qui lui-même est à peu près la moitié de ce qu'il est au Japon. Moi, ce que je peux vous dire sur le gaz, c'est que, alors ça ne plaît pas du tout quand je dis ça, notamment aux pétroliers. Quand je fais des petits exercices de projection du système énergétique, j'ai toujours beaucoup trop de gaz. Et toujours beaucoup trop de gaz, puisque on investit massivement dans le gaz de schiste et dans le gaz conventionnel. Bon. La plateforme que je vous ai montrée, ah oui, je ne vous ai pas montré la dernière slide, je vais vous la montrer quand même. La plateforme norvégienne que je vous ai montrée, hein, c'est une plateforme qui est opérée par vas-y, mets la dernière slide. C'est opéré par Statoil, hein, qui s'appelle maintenant Equinor. Ça vaut 7 milliards de dollars, un truc comme ça. Et 7 milliards de dollars. On est en train de la porter jusqu'au gisement. Vous croyez qu'on met 7 milliards de dollars comme ça dans la mer pour exploiter le gaz pendant 3 mois ou non, hein, bon. Une chaîne complète de extraction, transport, liquéfaction, déliquéfaction, rendu client depuis l'Australie vers le Japon. Le prix du gaz est garanti au Japon par le
gouvernement, parce qu'ils ont vraiment besoin de produire de l'électricité, puisqu'ils avaient une partie de leur capacité nucléaire qui sont, pour l'instant, en tout cas, pas en fonctionnement. Donc, si vous arrivez à vendre du gaz au Japon, là, vous êtes tranquille, vous avez confiance. Vous avez peut-être tort, hein, mais vous faites confiance dans le gouvernement japonais qui vous garantit le prix. Bon. Chaîne complète, ça vaut entre 45 et 50 milliards de dollars. Vous voyez. Donc, ce n'est pas des investissements... bon, ça s'investit, on trouve très facilement des financements pour ça. Puisque le prix du gaz est garanti par le Japonais. Bon, et bon, c'est un secret pour personne, parce que c'est dans les journaux. Total a fait un investissement majeur de diversification. Bon, ils n'ont aucun problème pour trouver l'argent. Bon. Donc on n'est pas sorti de cette économie-là. Alors, quand on vous dit on va faire le 1,5 degré et on va faire la neutralité carbone en 2050, je veux bien, hein, si vous voulez, je veux bien croire que toutes les règles du jeu vont changer à partir de 2020, mais bon, je ne crois pas. Vas-y. Alors, c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça, puisque ça dépend des qualités respectives de charbon et de gaz. Et ça dépend aussi de l'efficacité énergétique des dispositifs, mais les facteurs de conversion sont de cet ordre-là. C'est un peu plus élevé que 2 en moyenne. Si vous comparez l'émission du lignite, qui est le charbon, vous avez encore moins efficace, vous avez la tourbe. Hein, dans l'échelle parce que tout ça, c'est du carbone vivant qui se décompose lentement. Donc le pire, c'est la tourbe. En Irlande, par exemple, ils ont mis en place une taxe carbone, mais on continue à subventionner la tourbe. Parce que c'est dans des systèmes agricoles, si vous voulez, donc on n'ose pas affronter la FNSEA locale. Bon, c'est tout petit. Hein, bon. Après, vous avez le lignite. Le lignite est quand même beaucoup plus largement utilisé en Allemagne. Et le lignite, c'est quand même plus proche de 3 par rapport à du gaz naturel que de 2. Après, le charbon de bonne qualité et le gaz naturel, c'est un peu plus que 2. Oui. Bon, c'est... Alors, vous avez une organisation qui s'appelle le OOIC, je crois, l'Oil and... Enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est effectivement une démarche volontaire qui a été lancée en 2015. Beaucoup de... Je vais être un peu... Comment dire? Je vais être un peu trivial. En 2015, beaucoup de gens se sont sentis une âme de combattant contre le changement climatique, hein, entre le 10 et le 15 décembre. Hein, bon. On trouve quand même des choses incroyables. Si vous lisez pas The Economist. Bon. Si vous lisez le The Economist, je ne sais plus si c'est celui de cette semaine. Moi, c'est le seul hebdomadaire que je lis chaque semaine. Non, j'ai lu deux hebdomadaires de fond en comble, c'est Courrier International et The Economist. Alors, si vous lisez le The Economist cette semaine, vous noterez une publicité de l'Association des producteurs d'électricité polonais, qui commence par notre contribution aux accords de Paris. Il faut savoir que les producteurs d'électricité polonais produisent à peu près, tu as peut-être le chiffre en tête, Laurent, je crois que c'est 70% de leur électricité à partir de charbon. Bon, peut-être plus même. Bon. Mais dans leur publicité, ils disent qu'ils font un effort quand même. Bon. Donc, vous voyez combien c'est difficile de mêler, de départager ce qui est vraiment du pur greenwashing de ce qui est vraiment de l'engagement qui peut être tout à fait respectable de la part d'entreprises. Parce que moi, je ne suis pas du tout partisan pour traiter des questions climatiques, de dire il y a les méchants à gauche et puis il y a les gentils à droite, parce qu'on n'y arrivera jamais. C'est un peu pour ça que le truc du GIEC, à force de dire c'est 2 degrés ou rien, vous voyez, vous avez les bons, les méchants, les riches, les pauvres. Bon, c'est peut-être pas forcément les bonnes catégories. Donc, cette coalition des producteurs de pétrole a été lancée en 2015, assez largement sous l'impulsion de M. Pouyanné, qui est le patron de Total,
bon, Total contrairement à ce que vous avez dit, Total est bien un membre fondateur de la chaire, mais il n'a pas fondé la chaire. Nous, nos membres fondateurs ont un très grand privilège, c'est qu'ils ont un engagement plus important que les autres membres, et donc ils s'engagent pour soit pour des durées financières plus longues, soit pour des montants unitaires plus élevés, si vous voulez. Donc ce sont de très bons membres. En 2015, ils ont lancé cette coalition. Je crois que Aramco les a rejoints. Et il y a un peu deux types de choses qu'ils font. Bon, il y a de la com. Voilà, la première fois que je les ai rencontrés, j'étais à une table ronde, il y avait M. Fabius, il y avait, je ne sais plus comment elle s'appelle, Spinoza, la secrétaire générale des Nations Unies sur le climat, il y avait évidemment Ségolène qui traînait ses guêtres. Enfin, bon, bref, il y avait du beau linge. Hein, bon. Et donc, il y a un aspect communication et greenwashing qui est évident. Après, le type qui s'en occupe, enfin qui s'en occupait, parce qu'il est parti à la retraite, je le connais bien parce que c'était l'ancien correspondant de la chaire économie du climat chez Total. Donc il m'a dit, nous, on fait quand même des choses opérationnelles intéressantes. Par exemple, il y a le problème des émissions qu'on appelle le flaring. Le flaring, c'est toutes les émissions, ça s'appelle en français, je crois, les émissions fugitives. C'est, voilà. Voilà, donc là, ils font des actions de concertation avec ça ne coûte pas très cher, et donc on évite les fuites de gaz. Et le torchage aussi. Voilà, il y a les fuites et puis il y a le torchage. Donc on évite le torchage. Bon, ça, après, je pense que certains acteurs, mais pas tous, voudraient aller plus loin. Et certains acteurs voudraient introduire un prix interne du carbone. Prix interne dans les compagnies. Alors, vous voyez tout de suite, hein, si vous mettez un prix interne du carbone chez Total, hein, vous avez vu les graphiques tout à l'heure, hein, si vous le mettez à 20, c'est bien parce que vous sortez le charbon, ils sont déjà pratiquement sortis. Bon. Mais si vous montez un peu plus, après, ça commence à faire mal. Bon. Donc là, vous avez dans cette organisation une hostilité absolue de toutes les compagnies nationales. Et les compagnies nationales ont une hostilité absolue pour deux raisons. La première, c'est que je pense qu'elles ne sont absolument pas suivant un modèle de transition énergétique tel que peuvent même le voir certaines, pas toutes, certaines compagnies occidentales, avec un jeu très compliqué des compagnies chinoises. Hein, bon, parce que maintenant, vous avez la géostratégique du climat. Bon. Et puis, surtout, et moi, j'en ai discuté avec le représentant saoudien, mais qui dit, mais moi, vous êtes bien gentil, vous êtes professeur d'université, vous pouvez dire ce que vous voulez. Moi, je rends compte à qui ? Donc, si je dis à mon gouvernement, qui est mon actionnaire à 100%, je vais mettre un prix interne du carbone, mais je me fais virer du jour au lendemain. Oui, donc c'est quand même assez compliqué. Mais on peut pas dire que. Moi, je pense qu'on ne peut pas dire qu'il ne se fait rien. Il y a du greenwashing, mais il y a quand même des choses qui sont intéressantes. Mais de toute façon, c'est jamais au rythme qu'il faut. Toujours en retard. Alors, au passage, je voulais juste vous montrer quand même la preuve de ce que j'avançais tout à l'heure. Hein. J'avais oublié de mettre ça. Vous voyez que là, vous avez l'équipe de la chaire économie du climat. Donc, nous, on a, bon, malheureusement, l'université Paris-Dauphine n'a pas de locaux disponibles. Donc, on a essayé de se mettre où on a trouvé quelque chose. Donc, on est à la bourse. Mais oui, donc tout ça, c'est notre équipe. Hein. Et vous voyez qu'en dehors du vieux, hein, il y a pratiquement que des jeunes, quoi. Alors, le nucléaire, bon, on en parlera peut-être après si vous voulez. Je pense que, il y a deux choses très simples à comprendre. Lorsque vous substituez 1 kWh produit par du nucléaire, surtout si c'est du nucléaire amorti, par 1 kWh qui est produit par du renouvelable, vous êtes neutre sur le plan du climat. Donc vous ne baissez pas les émissions de gaz à effet de serre en substituant de l'électricité nucléaire par de l'électricité renouvelable. Deux, l'industrie du nucléaire pose d'autres problèmes environnementaux ou économiques qui ne sont pas directement liés au climat, qui sont notamment la gestion des déchets, des questions de sécurité, des questions de coûts, bon, qui font que, grosso modo, pour faire rapide, lorsque vous regardez l'évolution des coûts, alors vous avez différentes façons de calculer les coûts, suivant que vous intégrez ou non les coûts de réseau, mais vous n'avez pas les mêmes tendances. Le coût du nucléaire n'est pas déclinant, le coût des renouvelables est déclinant. Donc moi, je pense que cette équation-là, à terme, il faut en tenir compte. Après,
Ouais, alors, oui, alors évidemment, évidemment, les coûts, il faudrait calculer les coûts complets, y compris le recyclage des panneaux photovoltaïques, sur lesquels j'ai des échos très, très variés et tout. Mais bon, euh, vous avez une accélération de la baisse des coûts qui est énorme, si vous voulez. Et puis, après, vous avez des questions de philosophie. Non, mais je veux dire, il faut regarder les choses dans leur intégralité. Nos amis allemands ont fait un choix qui est très largement partagé dans la société de ne pas utiliser cette technologie nucléaire. Pas pour des raisons économiques, hein, pas pour des raisons de valeur, qui, à mon avis, ne peuvent s'expliquer que par la philosophie allemande de l'après-guerre. Donc après, vous avez des questions de valeur, si vous voulez. Bon. Donc on peut... C'est pas parce que non, c'est lié à la. Vous savez, il faut lire Ulrich Beck, hein, la société du risque. Vous avez toute une pensée philosophique et sociologique de l'Allemagne après-guerre qui est totalement omnibilée par l'Holocauste. Donc c'est pour ces raisons-là, vous voyez. Après, on a chacun nos attitudes de citoyens. Moi, j'ai mon attitude de citoyen, mais c'est économiquement, si vous voulez, ce qui me paraît vraiment important, c'est comment est-ce qu'on évalue les questions spécifiques au nucléaire qui sont liées à la sécurité et au traitement des déchets. Bon. C'est quand même un peu casse-pied, si vous voulez, que je ne sais pas combien ça date, la première centrale nucléaire en France, mais ça fait quand même 40 ans, bien tassé, qu'on n'ait pas encore bien réglé la question du stockage à long terme des déchets. Vous voyez, bon. Après, ça, c'est des questions économiques. Puis après, vous avez des questions philosophiques où, bon, là, c'est plus l'économiste qui est légitime. Oui. La thématique était l'économie versus le climat. Ah oui. Et les mots qui ont été dits et redits étaient vraiment puits de carbone, stock de carbone, énergie fossile, donc vraiment adossé à ce qui a construit nos économies. Et depuis quelques temps, j'entends une valeur qui surgit de plus en plus, qui est celle de l'eau. Vous avez juste énoncé donc agriculture, agro-foresterie. Et ma question est comment vous vous positionnez sur cette valeur qui pourrait être à côté de celle du carbone, à savoir celle de l'eau. Et quand je dis en tant que néophyte, mais qui entend ce mot récurrent, eau verte, eau bleue, eau grise, consommation effrénée pour un pic de l'eau qui va arriver après ce pic pétrolier. Enfin voilà, ce sont les mots qu'on entend. Alors, et je me dis, est-ce que c'est une valeur dans cette action économique qui permettrait d'aller faire gagner le climat versus cette économie? Illustration bête, c'est 1 litre de lait d'amande venant de Californie, 600, 1000. Après les ordres de grandeur, on s'en fout. Mais litre d'eau, qu'un steak, un œuf, c'est 3000 sur le et qu'on arrive vers une crise hydrique planétaire. Donc est-ce que là aussi, il n'y aurait pas une valeur intrinsèque du match en cours? oui, bien sûr. Alors, on va dire que c'est la dernière question. Alors, d'abord, je pense que le parallèle entre l'eau et les fossiles ne fonctionne pas. Parce que l'eau, c'est un cycle. Il y a rigoureusement la même quantité d'eau sur cette planète aujourd'hui que du temps des dinosaures. Et simplement, c'est le cycle. Donc, et nos consommations d'eau ne sont pas des... une fois que vous avez consommé une tonne de pétrole, le CO2 est parti, la valeur énergétique n'est plus là. Donc le problème qui se pose sur l'eau est de double nature. La première nature fondamentale, c'est que notre activité humaine, très souvent, de même qu'elle perturbe le cycle du carbone, elle perturbe le cycle de l'eau. Et si on va plus loin, en réalité, je pense, moi, que le climat n'est que le symptôme avancé de tas d'autres grands systèmes de régulation naturelle que notre activité déstabilise. Vous voyez, bon, donc il y a l'eau. Il y a eu la couche d'ozone, qui était la première vraiment au plan global. Vous avez la biodiversité, hein, qui pour moi est probablement l'énorme problématique écologique après le climat, c'est la biodiversité. C'est lié, hein, puisque enfin, je ne rentre pas dans le détail, parce que ça va être dans mon prochain bouquin, c'est mon chapitre 6. Hein, bon. Et moi, je travaille de plus en plus avec Bernard Chebassier-Louis, qui est quand même l'un des grands penseurs français sur les questions de biodiversité. Bon. Donc, je pense que le climat, si vous voulez, par rapport à l'eau, effectivement, il y a beaucoup d'interactions. D'abord parce qu'une grande partie des impacts du changement climatique passe par le cycle de l'eau. Et ensuite, parce que
le détraquement ou le déséquilibre que nous avons mis dans le cycle du carbone se trouve aussi dans d'autres grands cycles naturels, et le cycle de l'eau en est un point important. Et vous avez probablement raison de dire que peut-être l'un des interfaces les plus importants, c'est sur l'agriculture, l'alimentation et le climat. Pourquoi ? Parce que quand vous regardez les statistiques de consommation d'eau, vous voyez partout dans le monde que, de très loin, le premier consommateur d'eau, c'est l'agriculture. Et que, là, très souvent, vous avez compris que je n'étais pas hostile aux militants écologistes, mais des fois, quand même, ça m'agace un peu. Quand on n'arrête pas d'expliquer que la révolution verte, c'est la chimie, non, c'est faux. La révolution verte, c'est 1, la génétique, 2, l'eau, 3, la chimie. Et si l'Inde aujourd'hui est autosatisfaisante, ce qu'elle n'était pas quand les Anglais ont rendu la clé de la Constitution, très loin, c'est parce qu'elle a fait, 1, la génétique. C'est la grande révolution des années 60, où on a adapté des semences et du matériel génétique aux conditions de ces pays-là et non plus à nos conditions à nous, parce qu'avant on exportait les semences. Ça rejoint ce qu'elle disait sur les hybrides, mais elle n'est plus là. Bon. 2, l'eau, et 3, la chimie. Et on voit bien que ça pose des tas de questions. Le durcissement de l'accès à l'eau est un problème majeur sur les rendements agricoles. Bien sûr, oui. Si vous voulez, par exemple, sans vouloir déflorer le prochain bouquin, j'ai un exemple dans le chapitre 6 qui est, vous savez, en région parisienne, vous avez un énorme barrage réservoir qu'on appelle le réservoir Marne, je ne sais pas quoi, qui est à l'amont, qui permet de s'assurer en cas de sécheresse, qui permet de régulariser la Marne et la Seine. C'est le plus grand réservoir en France. Bon. Avec Bernard Chebassul, qui fait de l'écologie, on a calculé que si on doublait le contenu carbone des sols en Île-de-France, on stockait plus que 2 fois ce qu'il y a dans le réservoir. Vous voyez combien ces questions sont fondamentales. Bon, écoutez, j'étais ravi de ce moment-là. N'hésitez pas, on va leur donner quand même les slides. Hein, ouais, hein, bon. Ouais, moi je veux, ouais. Enfin, je veux, non, si on peut le faire, c'est bien. Hein, voilà. Et puis, de toute façon, ce que vous faites, mais non, même ceux qui sont intéressés, vous le faites savoir à ceux qui sont partis avant. Là, vous avez le site. Bon, vous tapez Chère économie du climat sur Google, il va vous y diriger. Et à ce moment-là, moi, je vais les faire mettre aussi sur le site. Hein. Voilà, j'étais ravi de cette croisement.